Au moment où les opérations de dépollution à la fois du site EIF et du site de la SNEM sont annoncées donc pour cette année 2023, nous avons voulu, au niveau de Montreuil Invisible, nous rapprocher de nos voisins romainvillois et notamment de Sébastien Terloir, président de l'association Romainville Sud, qui a acquis une grande expérience sur la question de la gestion de la dépollution. Donc dans ce cas, il s'agissait effectivement de la dépollution du site de Huipélec à Romainville. On savait qu'il y avait une usine depuis très longtemps fermée, depuis les années 2000, qui n'était plus du tout en activité. Puis on ne s'en est jamais inquiété. Je sais qu'il y a des riverains par la suite qui m'ont expliqué qu'en 2010, en 2012, il y avait eu des prélèvements faits chez certains. Et puis personne ne s'était inquiété parce qu'on n'avait jamais eu de résultats. Et là, en 2013, c'est la préfecture qui prend les choses en main. Ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est que un an avant ça, ma conjointe et moi, on attendait un troisième enfant et qu'il s'est avéré que pendant la grossesse, il y a eu une malformation qui s'est déclarée et qu'il a fallu faire une interruption médicale de grossesse. Donc c'est vrai que tout de suite, on a relié les deux événements et donc on s'est un petit peu mobilisé. Voilà, donc on nous a demandé de faire des prélèvements, on nous a donné des cartes pour expliquer qu'il y avait une pollution. Et à ma grande surprise, sur ces cartes, on voyait des taches qui n'étaient pas concentriques par rapport à l'usine, mais des taches étalées. Donc tout de suite, j'ai demandé comment c'était possible. Ça voulait dire qu'il y avait déjà eu des études de fait. Là, on m'a répondu que l'ADEME, l'ADEME m'a répondu que oui, il y avait des études. Donc j'ai demandé à ce qu'on me donne ces études, ce qui a été un refus catégorique. J'ai demandé quels étaient les polluants recherchés, quelles étaient les conséquences pour nous, et aucune information, aucune réponse. Donc ça, déjà, ça m'a choqué. On s'est interrogé par rapport à ce qui a bien pu se passer, et c'est surtout l'absence de transparence par les services de l'État qui était très gênant. On m'a même dit un jour, si vous n'êtes pas content, on ne fait pas de prélèvement chez vous. Ça a été très long à mettre en place parce que, à l'époque, la mairie de l'époque n'a pas voulu que les prélèvements soient faits pendant la campagne municipale, etc. Donc en juin 2014, il y a eu en effet des prélèvements qui ont été faits chez certains riverains. Et dans le domaine public, voilà, donc on attendait patiemment les résultats. On nous a dit que ça pouvait être un petit peu long. Mais en parallèle, au mois d'octobre-novembre, on a vu des... 2014 toujours, donc quelques mois après, 3-4 mois, il y a des entreprises qui commencent à arriver. Et puis une réunion sur l'urbanisme du quartier en général. Et là, le promoteur était là en disant la semaine prochaine, on casse tout et on met des tentes de 12 mètres de haut, tout ça. Donc là, c'est la grande surprise. Et on nous explique que le quartier est archi pollué. Il y a eu des prélèvements chez moi et chez d'autres. On m'a expliqué que ces prélèvements, on forcerait le propriétaire à dépolluer correctement en fonction de ses résultats. On n'a pas les résultats, donc vous touchez à rien. On attend d'abord, il faut que la dépollution, pour moi une dépollution, il n'y avait plus de pollution, mais il faut d'abord savoir ce qu'il y a chez les riverains. Et donc, dans cette réunion, le ton monte un peu. Et donc, en marge de la réunion, cette société vient me voir en disant ah oui, alors, ils connaissaient toute ma vie, alors que je ne les connaissais pas. Il dit oui, nous, on a les pré-résultats, sans que moi j'ai été mis au courant, sans que j'ai donné une quelconque autorisation à la préfecture de transmettre mes résultats à une société privée. Qu'est-ce que vous avez respiré? Mais on a bouché les égouts ce matin et vous n'avez plus de pollution chez vous. Donc évidemment, j'ai été extrêmement choqué par ce qu'il me disait, puisque de toute façon, déjà que moi, je n'ai pas les résultats avec des sociétés privées, ça me choquait. Et en plus d'apprendre de cette façon que j'avais été exposé à des polluants que je ne connaissais pas. Donc j'ai écrit immédiatement au préfet, qui ne m'a jamais répondu, évidemment, et ensuite... Donc on a médiatisé, en effet, la mairie de Romainville distribuait des cartes du promoteur pour que les gens vendent leurs biens au promoteur à bas coût, puisqu'ils avaient décrit le quartier comme extrêmement pollué et que, en gros, que l'immobilier, en effet, valait plus rien.
Est-ce qu'on vous a communiqué les rapports des prélèvements qui ont été faits dans vos logements? On a médiatisé, on a essayé d'interpeller les pouvoirs publics qui étaient sourds à nos demandes à l'époque, mais évidemment c'est la médiatisation qui a fait qu'ils ont été forcés à organiser une réunion publique fin janvier 2015, où à la fin, à l'issue de la réunion uniquement, ils nous ont communiqué les résultats et personnellement, moi, mes résultats, ils m'ont dit « il n'y a aucune pollution chez vous ». Alors que 4 mois avant, le promoteur privé m'expliquait que j'étais extrêmement pollué, que j'avais été extrêmement pollué auparavant. Donc quand on a les vrais résultats, là, moi, je n'étais pas pollué, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de transparence, en effet, ça permet de semer la terreur chez les gens, parce que c'est bien ça, hein, c'était la panique en disant, bon ben, votre seule solution, sans avoir les résultats, c'était de vendre à bas prix. Et puis la seule solution, en effet, c'est qu'il y a un super promoteur, le meilleur d'Europe pour les sites dépollués. C'était comme ça que l'Amérique avait présenté les choses. Et la réunion de janvier 2015 avec préfecture, ARS, ADEME, etc., avait un tout autre discours, puisque le discours, c'était de dire oui, il y a des habitations qui sont polluées, mais aérées tous les matins 15 minutes, le soir, tout ira bien. En tant que citoyen et riverain de sites pollués, est-ce qu'on se sent réellement accompagné et protégé par la puissance publique? On n'est pas, non, on n'est pas protégé, on est vraiment seul. Hein. On a essayé de joindre même des associations environnementales, FNE, etc., qui étaient aussi un petit peu perdues, parce que c'est tellement diffus qu'il n'y a rien qui est prêt à... Il n'y a rien qui est fait pour centraliser. Au contraire, plus on agitait les services, plus ça se disloquait, en fait, les responsabilités. On essaye de les diffuser au fur et à mesure. C'était un site classé ICPE, donc qui était normalement contrôlé par la préfecture. Et au fur et à mesure, ben, les responsabilités se sont diluées. On le voit dans le public, puisque par la suite, ils ont refilé la patate chaude à la mairie, etc. Et puis dans le privé, puisque c'est des sociétés. D'abord, il y a une société Jingo domiciliée en Suisse, donc on ne comprend pas trop pourquoi. Et ensuite, c'est des filiales qui arrivent, donc c'est plus la société Jingo. Et ensuite, quand ils commencent à construire, ils ont créé encore des autres sociétés. Et évidemment, voilà, on est complètement perdu par rapport à ça, même tout le côté juridique, puisque à partir du moment où il y a eu un impact chez moi, on a fait une plainte, on s'est porté partie civile et tout ça. Même là, on voit que la justice est complètement dépassée. Tout le monde est dépassé. De toute façon, les pouvoirs publics, les sociétés privées, malgré l'arrogance, hein, parce qu'il y a une vraie arrogance quand... Dans la première réunion, quand on me dit « Ah oui, vous, qu'est-ce que vous avez été pollué? On a bouché les égouts et vous n'avez plus de pollution », il n'y a rien qui est très maîtrisé. Et en fait, on n'est pas protégé. La justice ne protège pas les riverains. Il n'y a aucune obligation à intervenir. Quand on a un site industriel pollué, si la pollution elle s'est diffusée, il n'y a aucune obligation à dépolluer tout ce qui est autour. Aucune obligation. Là, il y a beaucoup de choses à changer pour, effectivement, protéger la santé des riverains. En vous écoutant, en fait, on se pose la question de savoir si les entreprises qui gèrent la dépollution savent vraiment ce qu'elles font, en fait, et est-ce qu'elles sont vraiment au point pour dépolluer? Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une dépollution, parce que ça n'existe pas, une dépollution. Moi, dans mon esprit, en 2014, quand on m'explique que on va dépolluer, pour moi, il y a un site pollué, à la fin d'une dépollution, il n'y a plus de pollution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'existe pas. À la fin, il restera de la pollution. Et la pollution, il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas des solvants qui sont là, on met un produit et il n'y a plus de solvant. C'est-à-dire que la pollution, elle est présente. Elle ne va pas disparaître. On va la prendre, on va la déplacer. On va les emmener dans des biocentres. Alors les biocentres, on a l'impression derrière que c'est une magie extraordinaire où il y a de la matière polluée, à la fin il y a... Non, c'est stocké. Donc on déplace le problème. Ou bien après c'est de la dilution. C'est ce qui s'est passé quand les pouvoirs publics n'interviennent pas entre 2003, première étude sur le site, et 2014. Eh bien on laisse les produits se diffuser. Ça veut dire que la concentration
sur le site industriel, eh bien, elle va baisser. C'est une sorte de dépollution, mais comme ça en fait profiter tous les riverains tout le temps. Les surveillances qui ont été mises en place ont montré que pendant la dépollution, on a été exposé à des taux jamais mesurés avant. Donc, quand ils ont excavé les terres, ils ont fait très très peu de surveillance. Chez les riverains, ils n'ont pas fait, ils ont fait en bordure de leur site, puisque légalement, c'est ça qui les intéresse. L'ADEME, qui devait s'occuper des riverains, a refusé de faire des prélèvements en expliquant que de toute façon, ces prélèvements, ils n'arriveraient pas à les interpréter et qu'ils ne préféraient pas les faire. Donc c'est hyper choquant. Un bureau d'études avait écrit « Attention, il faut absolument faire des prélèvements chez les riverains, pas seulement les riverains limitrophes, même les plus éloignés, puisqu'on savait que les plus éloignés étaient aussi touchés, avant la dépollution, pendant la dépollution et après la dépollution. » C'était écrit. Ce rapport, on l'a obtenu parce qu'on a attaqué l'État, enfin le préfet, parce qu'il ne voulait pas nous les donner. Et donc, c'est écrit noir sur blanc. Et là où il y a eu une trahison des pouvoirs publics, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est que les prélèvements pendant la dépollution, on ne veut pas les faire. Alors il y a un vrai sujet aussi sur le fait que une fois qu'on a des résultats comme ça qui sont alarmants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont autour et qui subissent cette pollution, entre guillemets, de leur habitation? Alors, moi, j'ai été confronté à 2 pollutions identiques dans ma vie privée à Romainville et dans ma vie professionnelle, puisque je suis enseignant au collège à Vincennes, qui a été évacué en 15 jours sur les mêmes polluants. Et il s'avère qu'à Vincennes, quand on fait un prélèvement, les riverains, ils les ont 15 jours après. Et en fait, quand on regarde les rapports qu'on obtient des fois à Romainville 1 an, voire plus après, eh bien, ils mettent entre 9 et 1 an à donner les résultats. Donc en effet, comment réagir 1 an après? Ils nous donnent nos résultats, ils nous disent « Ah ben maintenant, de toute façon, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard ». Donc voilà. Alors avec la nouvelle municipalité, sur la 2e phase de dépollution limitée à l'emprise du site, on avait essayé, à l'aide d'un bureau d'études, de mettre en place, en effet, quand les riverains étaient exposés, de mettre en place une procédure pour arrêter les travaux et autres, mais de la même façon, voilà. En effet, on avait réussi, on se pensait protégé, et en fait, ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait, en parallèle, entre la première dépollution en 2018 sur Romainville et la 2e dépollution à ciel ouvert, on a eu l'extrême désagréable information que l'État était intervenu auprès du Haut Conseil de la santé publique pour modifier les taux acceptables sur le trichloroéthylène, donc le polluant le plus dangereux mesuré sur Romainville, et c'est le polluant aussi à Vincennes ou autre, c'est que ils ont demandé à ce que le Haut Conseil de la santé publique modifie les taux qui étaient jusque-là acceptables. Comment on explique le fait que les taux acceptables évoluent alors qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils ne sont pas évolués? Donc comment on explique qu'en France... L'OMS a des chiffres qui n'ont pas évolué, hein, de toute façon c'est ça. Oui. Le Haut Conseil de la santé publique avait des chiffres jusque-là, depuis assez longtemps, sur le trichloroéthylène de 2 microgrammes par mètre cube d'air qui était à une valeur de référence. Ces taux, ils n'arrivaient pas à les respecter. Et donc, ils ont demandé au Conseil de la santé publique s'ils ne pouvaient pas modifier. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le Haut Conseil de la santé publique, il les a modifiés. Pour la valeur de référence, ils l'ont multiplié par 5. Et pour la valeur d'action rapide, c'est-à-dire les valeurs qui mettent directement en danger, là, ils les ont multipliées entre 5 et presque 1000, multipliés par 1000. Les taux, puisqu'ils disent que maintenant, 3200 microgrammes au lieu de 2 microgrammes, on peut exposer les riverains pendant 15 jours à des taux inimaginables.
Alors, quelles sont les conséquences d'une dépollution qui est mal gérée? On a des témoignages pour dire, bah voilà, mon mari est décédé, alors est-ce que c'est lié à l'exposition? Bon, ben, ça va être très compliqué, on l'a bien vu, hein, que ce soit pour l'amiante, que pour la chlordécone, tout ça, même quand un produit provoque une maladie, même quand le lien scientifique est fait, je pense à l'amiante, hein, puisque le cancer est directement lié, il n'y a aucun doute, eh bien, la justice arrive à ne pas faire de suite. Ici, sur le trichloroéthylène, bon, ben, le trichloroéthylène provoque un certain nombre de maladies. Souvent, ces maladies, elles sont étalées dans les années, ça peut être 20 ans, 30 ans, on peut ne pas déclarer du tout de maladie en étant exposé à ce polluant. Et en plus, bah, c'est par exemple le cancer du rein qui peut être provoqué, mais il peut être provoqué par d'autres polluants. Et donc, bon, bah, quand on a fait cette campagne, enfin quand on a participé avec l'État, avec Santé publique France à cette campagne, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages sur des maladies respiratoires, sur des cancers. Voilà, on a eu des témoignages, beaucoup de témoignages. Après, bon, bah, l'enquête a montré que de toute façon, le nombre de cas, le nombre de personnes exposées, ils n'arrivaient pas à faire de lien. Scientifiquement, ils n'arrivent pas à faire le lien. D'accord? Entre eux, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de lien. Hein, de toute façon, c'est un cancérogène avéré. Donc, des liens. La mise en place du fonds Friche au niveau national est utilisée aussi par les pouvoirs publics locaux, comme, entre guillemets, permettant un accompagnement de l'ADEME plus prononcé, parce que comme l'État met de l'argent dans la dépollution, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait justement rassurer les riverains de ces sites? Alors sur ce fonds Friche, en effet, ça part d'un constat qui est juste, hein, de dire, ben voilà, il y a des terrains souvent orphelins, comme à Vincennes, où l'industriel n'existe plus depuis 30 ans. On a des sites qui sont pollués, donc, et puis ben, il faut certainement intervenir pour les dépolluer. Encore une fois, est-ce qu'il faut dépolluer? Il faut peser le pour et le contre, à savoir que est-ce qu'il y a déjà une conséquence sur la santé des gens qui sont tout autour? Il faut l'estimer. Est-ce qu'il faut intervenir? S'il y a une conséquence, évidemment, il faut intervenir. Il faut soit protéger les populations ou soit éventuellement penser à une dépollution. Et donc c'est vrai que pour ces terrains orphelins, il faut trouver une solution. En effet, le problème de l'argent il est important. Après, moi, ce que je vois sur le fonds Friche, c'est que il propose d'intervenir à la place de certains industriels, parce que sur le fonds Friche, il prévoit de se substituer à des industriels défaillants. Mais c'est là où c'est assez choquant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un industriel défaillant? Dans le texte, c'est un industriel qui ne sait pas dépolluer. Donc tous les industriels sont défaillants. Et donc ce fonds Friche, autant sur les terrains orphelins, il me semble important, autant quand il y a la responsabilité d'un pollueur qui est reconnu, hein, que ce soit Total ou Ipelec et autres, hein, qui continuent à sévir ailleurs, eh bien ce fonds Friche, il permet à se substituer à certains industriels qui devraient payer, et là c'est de l'argent de l'État qui va directement. Ensuite, sur ce fonds Friche, je m'interroge, hein, par exemple à Vincennes, sur la surveillance. S'il y a de l'argent public, il faut absolument qu'il y ait un contrôle de l'État. Et là, ce qu'on voit, les contrôles qui se sont mis en place sur Romainville, parce qu'il y a une mobilisation citoyenne, hein. Sinon il n'y aurait pas eu de surveillance. Et en fait, avec ce système de fonds Friche, eh bien, c'est une organisation à inciter à continuer à polluer, parce qu'en fait, quand on pollue, les donneurs d'ordre, Safran, Airbus, gagnent beaucoup d'argent en sous-traitant à des sociétés qu'elles savent ne pas respecter les lois environnementales. De toute façon, quand on paye des pièces à des prix bas, eh bien, il n'y a pas de secret. Où est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est parce que
il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Donc à la SNEM, à Wipelec ou autre. Donc eux, ils gagnent beaucoup d'argent en sous-traitant à des sociétés qu'elles savent ne pas trop regarder. Ensuite, les sociétés Wipelec, SNEM, etc., ils gagnent beaucoup d'argent en ne respectant pas. Et en plus, derrière, on est en train de mettre en place des sociétés qui arrivent derrière et qui vont se faire beaucoup d'argent en prétendant dépolluer. Ça veut dire que continuons à polluer puisque les donneurs d'ordre gagnent de l'argent, les pollueurs gagnent de l'argent et les dépollueurs gagnent de l'argent. En vous écoutant, j'aurais une dernière question donc, à vous poser, c'est finalement pourquoi dépolluer? Et est-ce que lorsqu'on dépollue, quelque part la santé des riverains est prise en compte? Bon, sur Romainville, ça, j'ai aucun doute. Sur Romainville, en fait, les pouvoirs publics, les sociétés, elles savaient que les riverains étaient en danger. Ça ne les a absolument pas fait réagir. Et dans les autres sites pollués, c'est de la même façon. On laisse, et à un moment donné, il y a un promoteur qui arrive. Et voilà, quand les terrains commencent à pourraient prendre de la valeur, eh bien voilà, c'est pas ça. Moi, quand on a sonné chez moi, c'était pas pour sauver ma vie ou pour s'occuper de la santé de mes enfants, c'était vraiment pour faire des prélèvements. Et puis ces prélèvements, ils ne pensaient pas du tout me les donner, hein, on l'a vu. Et donc, en fait, c'était pour faire chuter le prix de l'immobilier. Et ils se sont servis de la donnée sanitaire, pas pour notre santé à nous. Ils nous ont laissé exposer, etc. Par contre, c'était pour, en effet, une opération immobilière. Sinon, il serait intervenu en 2006, il serait intervenu en 2010 ou en 2012, sans attendre. Là, c'est simplement un promoteur qui s'est dit « moi, je vais faire de l'argent avec la santé des gens ». Et donc là, ils ont essayé de mettre certains moyens. Et puis, on peut regarder, hein, je veux dire, la pollution sur EIF, sur la SNEM, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est à partir du moment où ça devient intéressant financièrement pour un acteur souvent privé, et bien à ce moment-là, on va mobiliser. En tout cas, ce n'était pas pour ma santé que... Bon, en tout cas, merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage qui, j'en doute pas, nous sera utile.